Alors, Pascal Ancelin, tu vas nous parler de la biodynamique dans le monde du sport. Donc déjà, je vais commencer par te demander de te présenter. Oui, alors bonjour à tous. Euh, voilà, moi j'ai mon parcours, j'ai baigné dans le monde du sport puisque mon père était un ancien champion de judo et qui a monté plusieurs salles dans l'est de la France et qui a été entraîneur national de beaucoup de pays du coin. Je pense au ce qu'on appelait le Benelux, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne. Et ma mère était danseuse et chorégraphe. Et pareil, ils ont fait une très grosse école. Et donc, j'ai vraiment baigné dans l'univers du sport et ça m'a passionné toute ma vie. D'ailleurs, toujours imaginé enfant que j'allais être un sportif de haut niveau. J'ai eu un très grave accident de moto qui a changé mon orientation et je me suis dirigé naturellement d'abord comme kiné et puis très rapidement comme ostéopathe dans le monde de la médecine qui s'occupe du corps. Et assez rapidement, je me suis orienté vers la biodynamique parce que j'étais en structurel en fait. J'avais c'était pas structurel, c'était pas mon truc. Et donc en Excuse-moi 2000, Pascal, est-ce que tout le monde peut couper son micro s'il vous plaît? Excuse-moi, hein, Pascal, parce que sinon ça interfère et on t'entend plus bien. Vous coupez le micro, c'est en bas à gauche de votre écran, Zoom. Ok. Faites-le vous, coupez le micro, parce que c'est vous qui pourrez le réactiver comme ça plus librement si la question le nécessite. On était en train d'écouter la présentation de Pascal. Je suis désolé, Pascal, de t'avoir coupé. c'est bien, ça me fait une petite pause. N'hésite pas à me couper quand je commence à trop parler. Ah non, non, mais Possible. tu parleras. Il y a peu de chances pour que tu parles trop, hein. Ok, bon, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être plus, on n'entend plus grand-chose là. Vas-y, on te réécoute, excuse-moi. Voilà. Donc, je continue mon parcours. Donc, Oui. j'étais beaucoup plus attiré par les pratiques douces que par le structurel. Je n'étais absolument pas doué pour le structurel. Et d'ailleurs, j'admirais les grands, euh, les grands ostéopathes en structurel, comme Patrick Basset, qui a été un de mes professeurs. Je n'étais pas doué du tout là-dedans et pas attiré par ça. Et donc, en 2000, j'ai rencontré via Thierry Cœur de Roy, qui est un fameux ostéopathe à Paris, qui m'a dit que l'ostéopathie biodynamique arrivait en France et m'a demandé si je voulais partir avec lui et être faire partie du premier lot des ostéopathes qui, en Europe, apprenaient l'ostéopathie biodynamique. Et pour moi, ça a été une révélation. J'ai compris que en ostéopathie, on parle beaucoup de la santé, mais qu'est-ce que c'est réellement et comment elle se sent dans les mains. Et j'ai compris que Gelus avait compris ce que c'était vraiment que la santé, comment on pouvait l'interpréter. Et le premier cours a été une vraie révélation. Et donc, très vite, je n'ai travaillé pratiquement plus qu'en biodynamique et mes résultats ont changé. J'avais de bien meilleurs résultats que j'en avais avant. Et ça m'a ouvert d'autres voies. J'ai fait partie d'un groupe de travail de plusieurs ostéopathes qui se parlent régulièrement pour continuer à faire évoluer les choses. Et puis, je me suis trouvé confronté ensuite, et c'est toute l'orientation que j'ai pu avoir maintenant, au sport de haut niveau et comment introduire la biodynamique dans le sport à une époque où c'était absolument connu dans le sport, où les fédérations tenaient tout le staff médical et c'était très dur de s'introduire dans ce milieu du sport. Mais pour des rencontres particulières que j'ai pu faire, j'ai pu m'y introduire et y travailler longtemps et beaucoup. Et puis, j'y ai travaillé pendant 20 ans, loin que ça soit exclusif, mais j'ai participé à des grands événements sportifs, des Jeux Olympiques, des finales de Coupe Davis, des championnats du monde, enfin, dans des sports différents. Et puis aussi beaucoup dans le monde de la danse contemporaine, puisque j'ai été un des ostéopathes du Théâtre de la Ville à Paris, qui est l'endroit où la danse contemporaine, c'est le temple de la danse contemporaine. Le Théâtre de la Ville est un peu la danse contemporaine, ce que l'Opéra de Paris à la danse classique. Et donc, j'ai soigné beaucoup de danseurs.
qui sont très réceptifs à ces pratiques. Ça m'a permis de progresser beaucoup. Et puis j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. Et depuis maintenant une dizaine d'années, je m'oriente à appliquer l'ostéopathie biodynamique qui va très loin dans le monde de la conscience, dans les répercussions sur le système nerveux. Je me suis mis à faire une vraie recherche sur comment soigner le non résolu. Qu'est-ce qui empêche la guérison de se faire complètement? Je pense aux maladies chroniques, aux problèmes de comportement. Et alors, pour ce qui nous intéresse dans le sport de haut niveau, comment on peut aussi travailler sur la conscience, sur les peurs qui bloquent le sportif en utilisant l'outil biodynamique qui transporte beaucoup de choses, les flux, l'énergie, la conscience, mais aussi l'information. Qu'est-ce que tu définirais avec le non résolu? Dans le non résolu, qu'est-ce que tu mets Le dedans? non résolu, c'est ce qui vibre à l'arrière-plan en nous, qui n'est pas manifesté et qui amène des problèmes dont la seule issue pour le patient, c'est d'avoir un problème de comportement, un problème psychosomatique. C'est quand ça vibre dans le corps, quand cette information crée un effet physiologique qui va amener un problème de comportement ou un problème de maladie chronique qu'on ne peut pas résoudre classiquement. Voilà. Par comportement, tu sous-entends physique comme psychologique, comme C'est ça, émotionnel. absolument, complètement. Ça va des névroses à la douleur chronique, à la peur dans le sport, à la peur de gagner. Euh, il y a quelque chose à l'arrière-plan, un programme qui s'est établi dans le patient, qu'il n'a pas pu manifester, qu'il n'a pas pu vivre complètement à un moment donné et qui l'empêche de pouvoir s'adapter à un environnement qui a changé depuis l'origine du traumatisme initial. Voilà. Ça m'a beaucoup intéressé. Et alors, à l'époque où j'ai travaillé dans le sport de haut niveau, je n'étais pas encore là-dessus, mais ça fait une dizaine d'années que je travaille dessus. Et puis maintenant, je l'applique sur des sportifs de haut niveau dans des programmations, sur des épreuves, données, avec des objectifs et avec des résultats assez étonnants qui m'étonnent moi-même. Voilà. D'accord. Est-ce que par rapport à ce non résolu et l'influence que ça a, tu dirais qu'il peut y avoir une influence qui est plus importante d'un point de vue justement somato-émotionnel que d'un point de vue purement phisique, ou est-ce que pas forcément? Est-ce que c'est variable? Tu peux avoir les deux Les deux? phénomènes. Ok. Voilà. Tu peux avoir les deux phénomènes. Ça dépend du traumatisme? Initial, oui, du traumatisme émotionnel en général et la D'accord. situation dans laquelle ça a été fait. Le non résolu, en fait, c'est l'intériorisation d'une émotion qui n'a pas pu se révéler au moment du traumatisme. Alors, elle vit dans le patient. Beurré, est-ce que c'est possible de couper le micro? Merci. Voilà. Mais peut-être qu'on développera ça un petit peu après, ou tu veux tout de suite aller au bout de ça. Euh, peu importe, au feeling, on peut rebondir et C'est ma continuer. recherche actuelle. J'ai écrit un livre en ce moment là-dessus pour vraiment l'expliquer, pour expliquer par quelle voie neurologique ça passe, par quelle voie physiologique, par quelle voie psychologique. Les processus de deuil qui ne sont pas faits, ça engendre pas mal de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que l'outil biodynamique a une telle capacité de discriminer ce qui se passe dans les mains que quand vous introduisez des informations ou quand le patient les vit, eh bien, vous pouvez sentir tout ce qui se passe et vous savez exactement là où en est le patient. C'est vraiment ça qui est intéressant avec la biodynamique, c'est qu'à la fois l'écoute est tellement précise que vous savez dans quel processus de guérison ou ce qui se passe d'un point de vue physiologique dans le patient, vous le savez avec une grande précision. Et en même temps, vous pouvez faire le lien avec une autre information que le patient veut faire passer en lui. Voilà. Ok. Est-ce que par rapport, donc c'est une question d'Étienne Buidon, par rapport au non résolu, est-ce que il y a une part d'intra-utérin ou même peut-être antérieure à l'intra-utérien, je pense qu'il pense au transgénérationnel? Oui, absolument.
absolument, intra-utérin, transgénérationnel et même ailleurs. Moi, j'ai étudié beaucoup le chamanisme parce que le chamanisme travaille beaucoup sur le non résolu. Et par exemple, en Mongolie, dans le chamanisme, on parle de busar, c'est-à-dire que vous êtes là en état de faiblesse au mauvais moment, au mauvais endroit, et il se passe quelque chose de très fort et vous prenez cette émotion ou ces choses-là. Donc ça peut aller très loin. Et c'est là que le diagnostic est très important. Il y a un état particulier quand on écoute les gens. C'est un état qu'on utilise beaucoup dans la biodynamique qui s'appelle le neutre. C'est une sorte d'état d'équanimité où on a vraiment le cœur ouvert pour percevoir les choses. Et dans l'anamnèse, on sent tout de suite avec le patient ce qui est en relation avec ce non résolu. Voilà. Mais là, on part tout de suite dans des sphères un peu complexes. Donc, ouais. Donc là, ce serait sur une influence environnementale indirecte, mais suffisante pour provoquer un non résolu, justement un traumatisme non résolu. C'est le principe de la biodynamique. Tout est lié à l'environnement. Voilà, tout est lié à l'environnement. La physiologie à l'intérieur de vous, vous êtes dans la pièce est dans l'environnement dans lequel il se passe quelque chose et tout s'interfère. D'accord. J'ai fait des liens quantiques beaucoup pour essayer de comprendre comment ça se passait. Et pour être simple, ce qu'on peut dire, c'est que tout est information, en fait. Tout est information. C'est-à-dire que quand on regarde le plus petit chez nous, on est des particules subatomiques et il y a des photons qui circulent et tout s'interfère. Et la biodynamique tient vraiment compte de ça parce que quand vous traitez les gens, vous devenez l'environnement du patient. Et si vous êtes l'environnement du patient, alors vous devez faire une préparation pour être l'environnement au plus proche possible de ce dont a besoin le patient. Et donc l'ostéopathie biodynamique demande un travail personnel énorme puisque vous devez être presque le père, la mère du patient. Vous devez être, quand vous le touchez exactement, vous devez avoir compris ce dont il a besoin. Parce que c'est vous qui faites l'interface entre un environnement qui serait parfait pour que les forces de santé dans le patient émergent. Parce que la façon dont vous êtes positionné pour les écouter à travers les flux va leur permettre d'émerger. Bon, je ne sais pas si je suis clair. Ouais, si c'est pas clair, des personnes reviendront dessus dans le chat. Pour en revenir à ton parcours, Hugo Filol demandait comment tu as intégré la biodynamique dans l'ostéopathie que tu avais appris en formation initiale, on va Oui. dire. Alors, je l'ai intégré progressivement. C'est vraiment progressif. Si on veut apprendre la biodynamique dans l'esprit dans lequel elle est vraiment, il faut prendre du temps. Et c'est là qu'il y a plusieurs formations biodynamiques en France. Et c'est là où je salue le travail de Françoise Desrosiers via Jamgelous, c'est que ça se fait vraiment en 8 ans chez eux, alors que beaucoup de formations concentrent les phases en très peu de temps. Il y a certaines façons où on peut apprendre la biodynamique en 2 ans, en 3 stages. C'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est un état d'esprit et il faut progressivement pouvoir rentrer dedans pour pouvoir le comprendre vraiment. Alors, il se trouve, je suis presque mal placé pour en parler puisque je fais des formations dans lesquelles j'apprends les bases de la biodynamique en 3 jours. Mais ce sont les bases de la biodynamique, ce n'est pas la biodynamique. C'est ce dont on a besoin de la biodynamique pour traiter des maladies chroniques qui sont liées au non résolu, des maladies psychosomatiques, des chocs émotionnels. On a besoin de certaines bases qui sont assez simples, parce que la biodynamique, sur le fond, elle est simple. C'est la vivre vraiment, c'est être vraiment ça qui prend du temps. Mais dans les formations que j'ai, je dis toujours aux gens, moi, je ne forme pas en biodynamique, j'apprends des bases qui sont simples, qui sont nécessaires pour accéder au non résolu et permettre à ce non résolu de se manifester. Et ensuite, on va utiliser la respiration primaire pour aller dans les tissus et pour envahir toute la zone qui s'est libérée par le dégagement qu'on a obtenu avant. Sève, est-ce que tu peux couper ton micro? iPhone 2, qui a un iPhone, apparemment. Est-ce qu'il y a des formations que tu conseillerais en particulier en dehors de celles que tu donnes toi, évidemment? Alors, pour moi, celle de Françoise Desrosiers est la meilleure, elle est au plus proche de l'esprit de la biodynamique.
Je connais bien René Brien, qui enseignait avec Françoise, et j'ai suivi une formation commune avec les deux, qui est pas mal aussi. Puis j'aime beaucoup René, c'est vraiment un type bien. Il y a Bruno Josse qui a bien compris aussi tout ça, mais que je connais moins bien dans les pratiques. Voilà. Moi, ce qui me pose question maintenant sur la biodynamique, c'est que Françoise Desrosiers est très en forme, mais assez âgée, et que le lien derrière d'enseignement, il n'y en a pas énormément. Ça me fait un peu peur. Alors, Florian, qui est là avec toi, connaît bien la biodynamique et c'est un des ostéopathes montants dans ce sens-là. Et puis, je suis sûr qu'il est très militant et très actif, et je suis sûr qu'il pense déjà à ça et qu'il va nous résoudre le problème. Et René Brien est très chouette, j'aime beaucoup, mais c'est pareil, il est plus tout jeune. Et c'est très difficile de pouvoir l'enseigner, c'est très complexe. Moi, je pense que je suis un de ceux qui ont le plus cet esprit-là. Mais mon truc, c'est pas d'enseigner la biodynamique dans toutes ses facettes, dans tous ses recoins. Moi, c'est d'utiliser les grands principes. Mais je vis ça complètement puisque ça fait 20 ans que je fais que ça, et j'ai dû soigner au moins 60 000 personnes comme ça. Donc, je connais vraiment ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai calculé que j'avais dû passer peut-être 7 ou 8 ans de ma vie sans bouger à faire que de la biodynamique d'affilée. Voilà, pour vraiment imager. Donc, je pense que vraiment, c'est devenu dans mon ADN. Voilà. Mais je ne suis pas l'enseignant de la biodynamique. Je ne voudrais pas qu'il y ait une confusion avec ça. Apparemment, ta bande passante est un petit peu juste, Pascal. Alors, je ne sais pas si tu peux peut-être peut-être mettre ton téléphone en avion ou quelque chose comme ça pour essayer d'optimiser. Il est en avion. Il est déjà en avion. Bon, bah écoute, hein, on va faire avec. Euh, alors, apparemment, d'après Gilles, René et Brien auraient arrêté de dispenser des formations. Sinon, moi, personnellement, Pascal Fauvet aussi en biodynamique, je trouve que c'est très bien ce qu'elle fait. Je connais vraiment. Pardon? Je ne connais pas tout le monde du Oui, tout, hein, donc je ne bah vais oui, pas être restrictif par rapport à ce qu'il fait. Et voilà, et j'espère qu'il y a plein de gens qui travaillent dans ce sens-là pour l'enseigner, et bien, parce que c'est une médecine incroyablement efficace. Dans le sport de haut niveau, pour en revenir au sport, j'ai été surpris parce que à peine je connaissais la biodynamique, la vie m'a amené dans le sport de haut niveau, les rencontres, et puis dans le monde du spectacle de très haut niveau. Et en fait, je l'ai appliqué rapidement en faisant des conneries au début, des bêtises, mais globalement, ça a eu une efficacité incroyable, et, et voilà. On va revenir justement par rapport à… Parce qu'il y a des questions qui sont propres à la biodynamique, donc on verra plus tard si on a le temps d'y revenir, parce que là, on va plutôt s'axer sur le sport. Et je reviens à une question qu'avait posée Étienne Bulidon encore. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il fait des très bons podcasts sur Internet. N'hésitez pas à aller voir son travail, c'est vraiment très très bien. Il dit, alors je le cite, j'ai l'impression que les douleurs physiques sont parfois souvent plus longues à passer via une approche biodynamique, contrairement à une approche plus matérielle, entre guillemets, alors qu'il se passe des choses pourtant incroyables pendant la séance en approche biodynamique. C'est vrai que Alors, parfois en il a biodynamique, complètement on a des raison. séances très puissantes. Ouais. Alors, Mais il a raison. Et c'est le gros problème de la biodynamique, c'est que en fait, vous lancez le processus de santé qui est déjà existant dans le corps. Vous lui permettez d'émerger. Et donc, il prend du temps. Si vous coupez au niveau du bras, vous pouvez regarder votre main, vous savez qu'il y a tout ce qu'il faut pour cicatriser, mais ça va pas le faire dans la seconde. Le processus biodynamique, il colle à ce qu'il est possible de faire dans l'instant présent et dans l'environnement donné. Et donc, les processus peuvent être assez longs, bien que quelquefois ils peuvent aller aussi très vite, mais ils sont sûrs et ils sont justes. est-ce Parce que que, sur ces… oui, Oui, est-ce dis-moi. que sur ces sportifs justement qui pratiquent intensément, donc on va dire au niveau ou amateurs qui pratiquent beaucoup par exemple, le fait qu'ils ont une bonne conscience de leur corps, est-ce que ça aide à avoir des séances en biodynamique plus efficaces ou pas? Oui, alors là, je vais comparer les sports. Euh, donc, dans la danse contemporaine, pour que la santé circule, on va être très simple.
Le corps, quand il est en tension, il comprime tout. Pour moi, les flux dans le corps, c'est à la fois les flux, le système liquidien, mais aussi les flux énergétiques, c'est-à-dire les champs biomagnétiques qui émanent de l'activité corporelle. On peut inclure dans la notion de flux ces deux notions. Donc, pour que ça circule correctement, parce que la santé, elle circule dans le corps, le mouvement respiratoire primaire, il faut avoir un corps qui est relâché plutôt que comprimé. Les danseurs qui ont une très grande perception, proprioception et conscience de leur corps, quand vous leur demandez de se laisser aller, ils deviennent en 3 secondes des loukoums sur une table. Et donc, vous arrivez au neutre, qui est cet état de relâchement du corps, dans lequel on a abandonné les petits stress de la vie quotidienne qui bloquent la capacité du corps à se réguler rapidement. Chez des gens comme les danseurs, ça va très, très vite. J'ai traité. Alors, quand vous sortez d'un événement sportif, le corps est encore en tension. Moi, j'ai utilisé la biodynamique, par exemple dans le football, quand les gens ont des matchs tous les 3 jours. Dans le tennis de haut niveau, à Roland-Garros, sur Coupe Davis, quand les joueurs doivent rejouer dès le lendemain. Cette capacité à faire lâcher dans le corps permet aux sportifs de basculer beaucoup plus vite à un état neutre et de récupérer plus rapidement. Par contre, si vous allez faire un neutre trop profond pour le sportif de haut niveau, vous risquez de le mettre dans le gaz pour l'épreuve suivante. Mais un praticien qui a l'habitude de travailler, quand il remet le sportif dans le contexte donné, il sait exactement le niveau de neutre qu'il doit obtenir par rapport à ce qu'on doit faire par la suite. À mes débuts, j'ai fait des bêtises incroyables à ce niveau-là. Je me souviens que avoir traité un tennisman assez connu français à Roland-Garros, parce qu'il m'avait appelé. Et j'avais fait une séance incroyable. Il fondait dans les mains, c'était devenu une motte de beurre. Et le lendemain, il devait rejouer. Et alors, je ne vais pas donner de nom, mais non, en fait, il avait fait à l'époque le match le plus long de l'histoire du tennis. Ah oui, bon, on sait qui C'était c'est très maintenant. connu. En fait, c'était Santoro avec Arnaud Clément. Ils Ouais. avaient joué pour 2 jours, je ne sais plus combien d'heures, c'était un truc. Donc, je le prends dans les mains et à ce moment-là, il lâche complètement. Et le lendemain, il avait un match et il a perdu 6-0, 6-0 et je crois 6-1 ou 6-2. Il m'a dit, mais c'est pas possible ce que tu m'as fait. J'ai l'impression que mon corps était à un endroit et moi j'étais à un autre. Et je pense que mon adversaire, comme on jouait en France, m'a donné les 2 derniers jeux pour pas que ça soit la honte devant tout le monde à Roland-Garros. Et ce jour-là, j'ai compris que voilà, il fallait faire attention et doser. Et j'ai eu la même chose aussi dans un concert à Bercy avec le chanteur que j'avais soigné juste avant le concert. Et c'est pareil, il était décalé surtout. Ouais. Voilà. Mais par contre, ça a donné des très bons résultats après. Oui, Donc, oui. tout est une question de dosage. Mais la grande force de la biodynamique, c'est de pouvoir discriminer ce qui se passe dans les mains. Et dès qu'on est un peu entraîné et qu'on remet le patient dans le contexte, parce qu'on tient toujours compte du contexte et de l'environnement, il y a ce dosage hyper précis et on sait jusqu'où aller ou ne pas aller. Voilà. Donc, ce dosage, donc comme demande Egian ou Thierry Pimpon, ce dosage par rapport au neutre ou par rapport à l'intensité de ta séance, etc., Ouais. c'est avec l'expérience que tu as réussi à le trouver. Oui, oui. Oui, et puis je pense que j'ai défriché dans ce niveau-là. Quand je suis arrivé dans le sport de haut niveau, personne ne faisait ça. Donc je ne savais pas, personne ne m'avait dit en biodynamique, le neutre c'est super, mais voilà, il ne faut pas le faire trop si tu es juste avant un concert ou juste avant une épreuve sportive. C'est moi qui me suis construit, mais c'est mon caractère. Moi, je suis une sorte de franc-tireur de l'ostéopathie, quoi. J'adore expérimenter. Donc voilà, j'ai essayé des choses, je me suis planté, ça m'a appris beaucoup. Et puis après, j'ai perfectionné. Ouais. Donc, c'est par rapport à ton expérience lié à ton ressenti, ou c'est vraiment, ou est-ce que dans ton ressenti déjà, tu peux dire, attention, là par exemple, je vais trop loin, Ouais, ouais, oui. les Ouais, oui, limites. ça se sent tout de suite. Ouais. Quand on remet dans le contexte, il ne faut jamais, quand on traite quelqu'un, oublier le contexte dans lequel il est. Ne pas aller plus loin que son intention, ne pas aller plus loin que ce qui est possible de faire. C'est le principe de la biodynamique. On permet à la santé d'émerger et c'est avec l'intelligence qui est à l'intérieur des flux. Cette intelligence, c'est la même qui va vous permettre de cicatriser ou de réparer
une entorse ou une fracture, c'est exactement la même. Cette intelligence, c'est elle qui va décider. Voilà. Ok. Donc, le rythme avec lequel tu vas prendre les sportifs. Ah oui, tu n'as pas fini. J'essaie juste de revenir sur la question qu'on m'avait posée d'avant. C'est-à-dire que par rapport aux manipulations structurelles, dans le sport de haut niveau, elles sont indispensables. Quand vous voulez faire lâcher une tension entre deux vertèbres sur un sportif de haut niveau qui doit refaire un combat de judo ou travailler derrière, il faut manipuler. Ça va plus vite. Vous avez un effet plus rapide dessus. Si vous voulez avoir un effet en profondeur qui va presque faire boule de neige dans d'autres traitements, la biodynamique va être plus indiquée. Il y a vraiment des indications dans le sport de niveau. C'est faire lâcher plus rapidement pour récupérer plus vite et c'est percevoir dans les mains ce qui se passe pour pouvoir faire un diagnostic préventif. Ça, c'est vraiment les deux grosses indications dans le sport de haut niveau. Et là, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Hmm. L'un n'empêche pas l'autre, quoi. Ah oui, non, pas du tout, pas du tout. Ouais, parce que certaines personnes qui font beaucoup de biodynamique peuvent avoir tendance à dire bah, structurel, surtout pas, plus jamais, uniquement la seule vérité, c'est celle-là. Je pense que dans le sport de haut niveau, c'est une connerie. Moi, je suis admiratif devant les Stakhanovich des manipulations quand elles sont bien faites, qu'elles sont faites en paramètres mineurs et quand c'est réfléchi avant d'être fait. Ok. Et donc, par rapport au rythme de prise en charge des sportifs, par rapport aux compétitions comme celle dont tu as parlé, etc., comment tu fais? Est-ce que c'est lié à ton ressenti? Est-ce que c'est lié au patient, à l'événement? Ça dépend de la. Oui, c'est un peu tout ça. Ça dépend de la demande du patient. Ça dépend si je le vois dans le cadre de la fédération, dans le cadre d'une épreuve sportive ou s'il vient me voir en dehors au cabinet. C'est complètement différent, en fait. Bon, j'ai travaillé avec des très, très grandes équipes de football, parmi les plus grandes. Et par exemple, là où on m'appelait, c'était entre deux matchs pour faire récupérer plus rapidement. Là où on m'a appelé dans le sport de niveau, c'est pour récupérer des blessures plus rapidement. Je me suis occupé beaucoup d'un joueur de tennis qui était très jeune à l'époque, dont je ne vais pas citer le nom, mais qui était un avion. À 20 ans, il avait battu Marat Safin en finale à Moscou. Il avait, je ne sais plus, 18 ou 20 ans. Il avait gagné le tournoi de Lyon, je crois. Et puis Montalban m'appelle et il me dit, voilà, on compte vraiment sur lui. Il va y avoir une finale France-Russie à Bercy. Et il vient de battre les Russes chez eux, mais il s'est blessé. Il avait une déchirure aux abdominaux et puis encore autre chose. Il me dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui? Donc je le vois au cabinet, ça marche très bien. Il récupère magnifiquement bien et effectivement, du coup, il peut faire la finale. Et puis, je peux vous parler aussi un peu des perceptions. Et donc, il fait la finale et finalement, donc je m'occupe de lui et de Santoro, comme je vous ai dit avant, là, qui faisait le double. Et finalement, pour la première fois de l'histoire de la Coupe Davis, on perd cette finale après avoir gagné le double alors qu'on était à un partout, ce qui était la première fois de l'histoire de la Coupe Davis, je crois, que l'équipe qui perd le double alors qu'on était à un partout perdait la Coupe Davis. Et en fait, ce fameux joueur que j'ai soigné, à la fin, il a craqué complètement alors qu'il menait. Voilà, et je me suis même demandé voilà, que peut-être il l'avait récupéré trop vite et que il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu en fait. Voilà. Je t'entends plus. Voilà, oui. Très bien. Tu as coupé ton micro, non? Voilà, c'est bon, je suis revenu normalement. Okay. Bon, bref, tout ça pour dire que les indications dans le sport de niveau, c'est la récupération, la prévention des blessures, l'activation des délais de cicatrisation et puis pour moi, la préparation mentale maintenant. C'est ce que je fais beaucoup avec des sportifs et ça marche très, très bien. Et là, j'utilise des principes chamaniques, c'est-à-dire que je rentre des informations dans la respiration primaire que le patient désire pour avoir telle ou telle attitude dans une compétition et pour qu'il la vive complètement. D'accord, donc là, c'est plus l'ostéopathie, là. On est sur une autre pratique que tu as développée. Parce qu'on touche et que ça passe dans le toucher. Pour moi, c'est une expansion de l'ostéopathie, c'est la préparation mentale. Voilà, mais ça se fait aussi par l'ostéopathie.
ou en l'associant à des techniques annexes comme l'hypnose, le MDR ou d'autres choses. Mais tout ça est très complémentaire en fait. Utiliser d'autres outils que l'ostéopathie, on va dire, d'essence, de style, etc. Ça, pour toi, ça reste cohérent et pratique, en tout cas, voilà, notamment par rapport à ta prise en charge. Ouais, c'est une bonne question, hein. Le problème, c'est qu'à un moment, tu as un patient au cabinet et tu sais que tu peux le prendre en charge en allant plus loin que le traitement purement ostéopathique. Tu sais qu'en dehors de toi, il ne verra personne parce qu'il a vraiment confiance en toi. Est-ce qu'il faut que tu t'arrêtes pile poil au traitement ostéopathique ou est-ce que tu dois l'envoyer à quelqu'un d'autre qui ne va pas comprendre ce qui s'est passé exactement dans la séance et des facultés qu'il a à ce moment-là? Parce que dans la biodynamique, tu peux faire tellement lâcher le système nerveux, tu peux faire tellement rentrer des intentions comme font les chamans quand ils changent l'état de conscience, que si tu lâches le patient, il va perdre cette faculté-là. Donc, est-ce que ce n'est pas de ta responsabilité, si tu sais que tu peux le faire, de pouvoir profiter de cet état pour entrer des informations qui circulent avec la respiration primaire? La respiration primaire, c'est la santé. La santé, elle est physique et elle est aussi psychologique. Et donc, les informations, elles rentrent et la santé, elle prend la forme qu'elle veut, ce qui explique beaucoup d'effets secondaires. Tu as souvent des patients, après des séances, d'ailleurs pas que en biodynamique, qui te disent « mais j'ai eu une colère énorme juste après ». Oui, parce que la santé arrive, elle est confrontée à l'émotion qui est à l'arrière-plan, et à ce moment-là, l'émotion, elle sort, parce que la santé, c'est d'obliger l'émotion à s'expandre, en fait. Et là, c'est encore de l'ostéopathie, puisque c'est la respiration primaire qui en est la raison. Ok. Est-ce que par rapport à tout ça, est-ce que tu vas travailler, comment est ta relation avec les staffs et avec d'autres professionnels qui sont peut-être plus axés sur un certain domaine que d'autres, comme un psychologue, un kinésithérapeute, etc. Alors, là où j'ai été vraiment dans le sport de très haut niveau, c'est tout début des années 2000. Alors, il faut savoir qu'au début des années 2000, la médecine du sport était extrêmement fragmentée. C'est-à-dire, il y avait les rhumatos, les médecins du sport qui dirigent les fédérations et ceux qui décident de tout. Ils sont très, très conventionnels, donc ils utilisent à l'époque des kinés, des physiothérapeutes, des kinés qui font un peu d'ostéopathie. Et toi, tu arrives là avec des pratiques émergentes et donc tu as intérêt à passer par des trous de souris. Sinon, tu te fais éjecter directement. À chaque fois, donc j'ai été le plus humble possible, le plus explicatif possible pour que les staffs comprennent. Et je crois l'avoir bien fait. D'ailleurs, je pense que je suis le premier ostéopathe à avoir convaincu Montalvan dans le tennis de travailler avec des ostéopathes. Parce que je lui écrivais des lettres, je lui expliquais ce qui se passait, alors qu'il était vraiment contre ça. Même pas les structurels. Tu vois. Et en fait, à cette époque-là, il fallait faire attention et tout, c'est comme d'habitude, tout est communication. Si tu sais communiquer avec les gens et que tu n'es pas là à vouloir ramener ta fraise en disant que tu as une science que les autres ne connaissent pas, mais que tu es juste capable de leur expliquer, tout passe bien. Alors, après, c'est sûr qu'il faut faire attention aux égos. Dans le sport de niveau, ce sont des chasses gardées. Tout le monde adore être à cette place-là. Tout le monde adore toucher telle star. Et donc, c'est très compliqué. Il faut vraiment faire attention à ce que tu dis. Et puis, il y a des staffs. Moi, j'étais dans une très grande équipe espagnole de foot. Et quand l'entraîneur a changé, il a changé de staff. Et donc, j'ai changé. Voilà. Il y a beaucoup de staff. Le rapport avec les kinés peut être quelquefois difficile, mais si on va les voir et qu'on leur explique les choses, ils comprennent très bien. Après, depuis, ça a évolué. Il y a par exemple maintenant le syndicat national des ostéopathes du sport auquel je suis affilié, qui fait un travail énorme pour aider à l'établissement de diplômes universitaires, parce que la pratique de l'ostéopathie du sport, c'est vraiment une pratique très pointue. Il faut vraiment la connaître. Et si on veut avoir du poids quand on rentre dans les staffs et pas être obligé de se glisser dans des coins de porte, des trous de souris, c'est bien d'arriver avec un diplôme, une reconnaissance. Et ça va permettre à plus d'ostéopathes d'avoir plus de poids. Un exemple,
le fameux tennisman dont je vous ai parlé, après, je l'ai observé beaucoup jouer et j'ai remarqué qu'il avait dans son geste de service un défaut qui pouvait expliquer les blessures qu'il avait à répétition. Je l'ai appelé lui, j'ai appelé son entraîneur et à partir de là, plus personne ne m'a jamais appelé. C'est-à-dire qu'il faut rester à sa place. Mm. À l'époque, on parle des années 2000, hein, on est en Ouais. 2020. Voilà. Mais c'est très compliqué. Si on doit faire part des choses, il faut être à l'intérieur du staff, il faut bien communiquer avec le staff et il faut le faire au sein du staff. Mm. Sinon, ça ne passe pas. Voilà. Mais tout Il faut ça, avoir ça la met… chance d'avoir un staff qui soit assez ouvert pour accepter la communication. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter, donc là je rajoute aussi ma petite sauce, à faire la démarche d'aller communiquer humblement envers les personnes et pas attendre forcément que ces personnes viennent nous demander qu'est-ce que tu fais en tant qu'ostéopathe. Faut pas Les arrêter. gens demandent que ça. Ils demandent que ça, qu'on leur explique humblement ce qui se passe et puis ça les ouvre. Voilà. Il faut toujours toucher le boudin intérieur de la personne à qui vous avez affaire. Et ça marche bien. Ok. Vas-y Florian, tu peux relayer une question des géants, je pense. Oui, oui. Alors, la question qui était là, c'était sur quand on sent que, enfin, si je résume bien, hein, quand on sent qu'il y a des émotions qui sont très très fortes, qui sont vraiment engrammées dans la personne, on sait au fond, on sent qu'il faut travailler ça, mais on sent que ça lâche pas. Comment est-ce qu'on procède du coup? Enfin, Ouais. Alors, si tu sens que ça lâche pas, il faut pas forcer. C'est que l'équilibre d'harmonie du moment, eh ben, c'est de vivre avec cette souffrance, en fait, qu'elle soit physique ou émotionnelle. L'écoute biodynamique, ça permet de sentir si c'est le moment ou pas. Et là, on a affaire à deux écoles. Il y a les puristes qui vont vous dire la biodynamique, on n'intervient jamais, on laisse toujours la respiration primaire décider. Et puis, il y a l'autre école qui dit, voilà, le patient, c'est comme une voiture. La biodynamique, l'ostéopathe, il est en fait le, le, le tuyau qui va dans le réservoir et qui permet au lien de la santé se faire avec l'environnement. Et puis, cette voiture, eh ben, vous la remplissez et puis, quand même, elle ne démarre pas. Et là, c'est à vous de vous dire, mais pourquoi elle ne démarre pas? Est-ce qu'elle est dans le mauvais sens? Est-ce qu'il y a un caillou qui est devant? Est-ce qu'il y a un rocher? Et là, vous pouvez décider d'enlever le caillou pour que ça continue à passer. Et vous pouvez l'enlever avec plein de moyens. Moi, j'ai vu Jalous faire une manipulation structurelle à un endroit parce que les flux ne passaient pas. Si le caillou, c'est une émotion, et ben à ce moment-là, vous pouvez la révéler. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, avec cette approche biodynamique, vous allez sentir, c'est-à-dire la respiration primaire, les forces biodynamiques, la santé, on peut appeler ça comme on veut, elle va être au bord de faire monter l'émotion et ça doit arriver, ça va arriver. Donc elle va arriver toute seule, elle va monter et à ce moment-là, il ne faut surtout pas l'arrêter puisque c'est un processus de santé qui est en cours. Il faut au contraire lui permettre d'augmenter. Quand elle arrive, on incite à augmenter les choses. Si c'est une douleur, il faut même inciter à ce qu'elle augmente la douleur jusqu'à ce qu'elle soit vraiment vécue et qu'elle puisse s'évacuer. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le pure stillness ou le neutre alchimique ou la réobase quantique. Il y a un moment de suspendu dans lesquels tout s'ouvre et où la respiration primaire peut passer. Quelquefois, c'est dans la séance, quelquefois, c'est après. Ça, c'est le moment Et magique. oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Et le travail se fait entre deux séances. Et c'est là qu'on a quelquefois des effets secondaires où les gens vous appellent pendant 2 jours. Ils disent bon, monsieur Ancelin, j'espère que vous avez un bon avocat. Moi, je ne peux plus un mettre pied devant l'autre. Et en général, 3 jours après, ils t'appellent et ils te disent excusez-moi, maintenant ça va vachement mieux. Ça fait partie du processus de guérison. Et je trouve que l'approche biodynamique, elle te permet d'accompagner vraiment bien le patient. La sensibilité devient telle que tu peux sentir exactement, lui dire voilà, vous m'appelez pas trop vite, tu sais qu'il y aura un effet secondaire, mais dans 3 jours, dans 5 jours, ou de prendre un rendez-vous et te dire bon, vous m'annulez si tout va bien, parce qu'il ne faut jamais lâcher le patient. Jamais le laisser dans la nature sans lui offrir la possibilité d'une autre séance ou de l'aiguiller vers un autre praticien. Voilà.
Bon, ça c'est général à l'ostéopathie de toute façon. Et d'un point de vue récupération, il y a Daniel Bontemps qui demande, suite à une grosse défaite où émotionnellement justement ça a été très très lourd, est-ce que tu vas travailler particulièrement déjà sur ça ou est-ce que tu restes quand Ouais. même sur le Oui, bullshit oui, il faut évacuer l'émotion. le plus vite Donc, possible? voilà. En fait, je vais vous donner un truc très schématique. Je vais mettre le patient au neutre, c'est-à-dire l'enlever de toutes ces tensions superficielles qui ne servent à rien. Qu'est-ce que je vais faire dans 10 minutes? Ma femme m'a pris la tête tout à l'heure. Non, on le met en disponibilité d'être traité. Ça s'appelle le neutre. Et puis, une fois qu'il est là, on a convenu avec le sportif de revivre cette défaite, mais qu'il le vive lui de l'intérieur. Et je demande une visualisation. Je lui demande de revisualiser le moment où ça a été le plus dur. Le but, c'est de toucher l'émotion. Et donc, je lui fais signe quand le neutre et quand j'ai senti le neutre dans les mains, il y a plein de signes qui le montrent, c'est très très net en ostéopathie. Et à ce moment-là, on fait rentrer l'intention sur très peu de temps, sur 30 secondes, 1 minute, 2 minutes maximum. Et on sent dans les mains, parce qu'on suit tout dans les mains, l'état congestif au niveau du système nerveux. En général sur le crâne, en général dans les structures archaïques, des peurs profondes, donc plutôt postérieures. Et puis, on sent que c'est en train de monter. Et à ce moment-là, on incite à ce que ça monte plus ou simplement, on demande d'ouvrir les yeux à la fin et on dit au patient, qu'est-ce que tu ressens? Le patient va dire, je ne sais pas, de la tristesse. OK, on recommence. Et puis on recommence gentiment. Et on le fait réouvrir les yeux au moment où c'est terminé. Il ouvre les yeux tout seul. Qu'est-ce que tu ressens? Et là, on voit qu'il évolue dans un processus de deuil. Et les choses se font naturellement, quelquefois en 10 minutes. Et c'est définitif. D'accord. Donc le temps, ça, tu arrives à peu près cerner combien de temps il va falloir au patient pour se remettre, justement? Tout se fait dans les mains. Si à la fin, quand il a pu évacuer l'émotion, vous sentez les mouvements de santé, quelquefois, on ne sent pas. Il y a plein de gens qui me disent, je ne sens pas la respiration primaire. OK, on ne la sent pas, mais ce qu'on sent, on sent le relâchement des fascias, on sent la gravité qui rentre dans le corps, le patient qui devient plus lourd, on sent une harmonie qui se passe. Il y a plein de choses qui peuvent être très personnelles. Et donc, à partir du moment où on sent que tout recircule et que le patient dans l'évolution de ce qui vous dit de son émotion, il est dans un processus qui paraît normal, ou au moins il a quitté le processus de colère, de tristesse, d'aigreur, de frustration, ça continue. Le processus de deuil, c'est un processus de santé, comme le reste. Et les flux travaillent avec ça. Les flux, pour moi, ce n'est pas que du liquide, c'est de l'énergie. C'est des champs électromagnétiques qui sont contenus dans ces flux, et c'est très facile de les interpréter. D'accord. Par rapport à cette influence émotionnelle, il y a une question de Jean Delange par rapport au processus inflammatoire. Est-ce que, alors si j'ai bien compris ta question, Jean, est-ce que tu dirais que ça peut être plus physique, plus somatique qu'émotionnel, ou l'inverse, ou l'origine du processus inflammatoire? Alors, quelquefois, après une. Alors, je vais vous citer un exemple sportif. Bon, je peux le dire parce que c'est pas. Bon, je vais pas donner de nom. C'est pareil, c'est un tennisman que je soigne et qui me connaît bien et qui fait Bercy, donc l'Open Indoor de Bercy. Et il m'appelle et il me dit voilà, en ce moment, j'ai un gros problème, j'ai une tendinite, une épitrocléite. Très douloureux. Je me balade avec un appareil pour ondes de choc et j'ai vraiment mal et tout ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Il vient me voir au cabinet entre deux matchs et puis on fait un travail biodynamique et il m'appelle. Il perd le match le lendemain. Et puis, tu comprends pourquoi ils ont arrêté de me prendre dans le tennis. Euh, et puis, il m'appelle et il me dit, mais j'ai un truc de dingue, l'œdème sur l'épitroclé, ça a triplé. Et donc, je regarde son coude, et puis effectivement, tu vois le coude énorme. Et OK, je dis, mais écoute, attends un peu, tant pis pour les matchs. De toute façon, tu traînes ce truc-là depuis 2 ans. On va voir ce qui va se passer. Et là, il m'appelle en fait 3 semaines, un mois après.
et il n'avait plus du tout de douleur. Alors, il avait une calcification au niveau de la tendinite. En fait, c'était quoi l'inflammation? C'était une réponse du corps pour amener du calcium dans la région, pour diminuer les bras de levier nécessaires aux gestes qu'il avait tout le temps à répétition. Et c'était la réponse du corps à la situation donnée. Et la réponse du corps, elle n'en a rien à taper qu'ils doivent gagner un match le lendemain. Et donc, voilà. Et en fait, la biodynamique, c'est adapté à ce qui se passait à ce moment-là. Et l'inflammation, c'est une réponse du corps. Je ne vois pas pourquoi on l'arrêterait. Voilà. Quand vous posez les mains et quand vous écoutez la santé, eh bien, la santé, elle a la réponse. Mais elle se fiche complètement qu'il y ait une urgence d'un match juste après ou pas. Donc, il faut le savoir. Et s'il y a vraiment un enjeu énorme, je ne sais pas, vous soignez Mike Tyson la veille d'un de ses combats, vous évitez de lui provoquer une réaction inflammatoire. Donc, il y a d'autres pratiques. Un neutre profond, par exemple, si on fait que ça, eh bien, ça va être anti-inflammatoire, puisque ça désactive tous les processus de feu dans le corps, par exemple. Voilà. Non, il suffit de s'adapter. Il ne faut pas être un bourrin de la biodynamique, parce que c'est possible. Si on agit avec la biodynamique sans en connaître les conséquences, alors on peut faire des conneries, oui, mais jamais très grave. Est-ce que tu te protèges, Pascal, du coup, en tant que praticien? Est-ce que tu mets des choses en place justement pour ne pas Ouais. te faire aspirer? Enfin, voilà. Ouais. Alors, justement, j'organise des formations de nettoyage pour praticiens parce que c'est assez important. Alors, plusieurs fois dans ma carrière, j'ai eu des patients qui sont venus me voir en me disant bon, je viens vous voir, mais j'avais un super ostéo. Voilà. Alors, je dis mais pourquoi vous ne le voyez plus? Et je dis ils me disent souvent il est mort. Je dis mais quel âge? 45 ans, 50 ans. Ça m'est arrivé au moins 4-5 fois dans ma carrière. Et un soir, je me suis dit mais je commençais, moi, à avoir des trucs liés au travail. J'ai beaucoup travaillé pendant des années et j'ai eu à un moment du psoriasis au niveau des coudes, à l'intérieur des coudes. Et il m'arrivait que ce pso montait en fin de journée. Et je voyais 15 personnes avec la biodynamique, ça veut dire 15 personnes par jour, ça veut dire pour avoir assez de temps pour les traiter, je travaillais de 7-8 heures du matin jusqu'à 10-11 heures du soir. Et en fait, je m'apercevais que ça m'envahissait complètement. Donc, en mettant en relation les plaintes qu'avaient mes patients de ne plus pouvoir travailler avec des ostéopathes qui étaient malades ou d'autres thérapeutes, et puis ce qui m'arrivait, un soir, j'ai écrit un cours, une formation, un stage pour nettoyer les praticiens. Donc, effectivement, maintenant, je fais attention. Premièrement, c'est mieux de ne pas avoir 15 personnes par jour dans ce genre de pratique. Voilà. Moi, je l'ai fait beaucoup, mais j'étais un kamikaze. Deux, il faut vraiment se ressourcer entre chaque patient, faire le neutre, se réancrer, s'aligner, respecter les frontières naturelles avec votre patient, même dans l'anamnèse, c'est-à-dire avoir une distance physique. Vous savez, il y a un moment, le patient, il s'approche de vous et vous sentez qu'il y a un truc qui vous envahit. Moi, avec les patients, des fois, je bouge. Je suis debout avec eux et je fais attention de ne pas être dans cet espace au début où ils vous balancent toute leur souffrance. Et puis, quand vous traitez les gens, en biodynamique, c'est absolument nécessaire, sinon ça ne marche pas. Il faut être soi-même au neutre tout le temps, dans un espace de protection. Voilà. Après, bon, il y a plein de techniques, il y a plein de choses de nettoyage. Moi, je crois que tout est information ondulatoire et vibratoire. Donc, quand vous êtes au travail, vous travaillez beaucoup, moi, je vous déconseille de faire 2 heures de téléphone portable juste après, par exemple. Il vaut mieux il faut se laver les mains entre chaque patient, mais ça tout le monde le sait, les mains à l'eau froide, mais il y a des tonnes de choses. On pourrait faire un zoom rien que là-dessus. Par rapport à ta formation, l'intérêt que tu as pu porter à l'embryologie selon Blaise Schmitt, Ouais. est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ton approche du sportif? Donc, Alors, juste pour préciser, Blaise Schmitt, c'est le développement embryologique, la formation embryologique et l'influence que ça a sur la dynamique de développement. absolument. Alors, si tu étudies vraiment Blaise Schmitt et que tu prends un peu de recul, qu'est-ce que ça dit, Blaise Schmitt? Ça dit que, en fait, il y a des forces extérieures qui influencent ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Et au début du développement, peut-être même plus que le côté génétique. Tu apprends que les gènes, ils réagissent à quelque chose pour conserver l'identité.
Et en fait, le monde environnant, le, le placenta, la mer, le reste, et puis le grand mystère de la vie, qui fait que quelque chose toujours à l'extérieur influence ce qui se passe à l'intérieur. Blechschmidt, ça te montre que l'environnement est absolument capital. Donc, pour le sportif, si tu veux optimiser ses performances, toi, en tant que praticien, tu dois être cet environnement le plus bienfaisant possible. Tu dois comprendre ce dont tu as besoin, on en parlait au début, ce dont le sportif a besoin pour être cet environnement-là. Tu ne vas pas appliquer juste la biodynamique en te disant voilà, je fais mon truc. Non, tu as besoin de savoir qui il est, dans quoi il vit, euh, quelle est sa problématique du moment. Moi, je dis toujours aux gens, c'est quoi votre problème d'arrière-plan là, dans votre tête en ce moment? Des fois, les gens ils te le disent juste sur la table et à ce moment-là, ils relâchent complètement. Et puis voilà, ouais, comme tout le monde en fait, hein, mais voilà, pas plus Non, que mais c'est ça, ça. parce que c'est général, quoi. C'était ce que j'attendais comme réponse, justement, l'importance de l'environnement par rapport au Ouais, développement et du coup à nos adaptations, nos changements. absolument. On est dans un système de poupée russe infini. Sur Facebook, j'avais envoyé une vidéo qui doit être connue où tu vois une nana qui est allongée sur le dos et puis on part de sa pupille et puis ça recule et tu traverses tout le cosmos, l'univers à toute vitesse et tu réalises qu'en fait, elle est juste un pion dans le système et puis la caméra revient, elle rentre dans l'œil et ensuite elle va se terminer jusqu'aux particules subatomiques. On est vraiment là-dedans. Nous, on croit qu'on est une individualité comme ça, mais on est juste une interférence dans le champ électromagnétique de l'univers, en fait. Et donc, tout s'interfère et l'embryologie de Blechschmidt, elle te le montre au niveau humain, en fait. Et Mm. quand tu sais ça, et ce n'est pas valable que à la biodynamique, hein. Je pense Ah oui, qu'un oui. pas tissulaire, structurel, même, il doit tenir compte de ça, hein. Et franchement, moi, j'ai rien contre les ostéopathes structurels, hein. Il faut vraiment pas. C'est comme, voilà, c'est comme d'opposer les gens absolument, l'esprit dualiste. On a besoin de tout le monde, hein. Moi, je reste bouche bée devant les types qui Mm. font de la chirurgie structurelle, hein. Et franchement, c'est d'une difficulté, mais incroyable. En Mm. fait, la bionique, c'est simple, hein. Il suffit juste d'être celui dont l'autre a besoin. Et la santé à l'intérieur, elle a besoin de ça pour émerger. La difficulté de l'entraînement, c'est pouvoir discriminer ce qui se passe. Bon, bah écoute, hein, c'est super. Je pense que c'est assez clair. Juste pour répondre à la question de Florian Diag qui demande que il faut créer pour le patient un espace de sécurité pour lui et pour nous, thérapeutes aussi. Donc, Ouais. je pense que la réponse est dans la question. Donc oui. Ouais, vraiment, c'est sûr qu'avec ce genre de pratique, c'est mieux de ne pas avoir le téléphone qui sonne toutes les 2 secondes. Par exemple, il ne faut pas être interrompu. Il faut être dans un cadre qui te permet de faire ça. Il faut être tranquille. Je vais vous donner une toute petite anecdote. La première fois que j'étais au contact indirect de la biodynamique, c'est Thierry Cœur de Roy, qui est un ami qui m'appelle. J'étais avec un patient, j'étais sur le crâne d'un patient à faire des trucs et je ne comprenais pas ce qui se passait, j'étais perdu. Et puis je me disais intérieurement, je me demande ce que Thierry, parce qu'à l'époque, il m'avait vraiment initié aux techniques de Becker, aux techniques d'équilibre des membranes réciproques. Et donc, je trouvais qu'il, pour moi, il m'avait montré vraiment un chemin et j'avais beaucoup d'admiration pour lui, j'en ai toujours d'ailleurs. Et donc, j'étais sur ce crâne et j'étais perdu. Et puis, la sonnerie résonne dans mon cabinet, c'était lui. Et il m'a annoncé, il me disait, voilà, il y a un type qui s'appelle Jelous qui vient enseigner en Europe. Est-ce que tu as envie d'y aller? Moi, je vais y aller. Est-ce que tu veux venir avec moi? Je dis, oui, génial. Et je dis, mais c'est trop drôle. Tu m'appelles, juste je pensais à toi, j'étais sur un crâne et je me demandais ce que tu aurais fait à ma place. Et il me dit, je n'aurais pas répondu au téléphone. Voilà, depuis, il n'y a plus de téléphone dedans et la biodynamique, c'est vraiment ça. Voilà, c'est vraiment être tranquille et créer l'espace pour. Dans le chamanisme, j'ai appris beaucoup des chamans dans le sens du rituel, du cérémonial. Au début, quand j'ai fait du chamanisme, quand j'ai participé, je me disais, mais pourquoi ils se mettent des plumes là? Pourquoi ils mettent de l'encens partout? Mais pourquoi c'est ridicule? Moi, j'avais une formation hyper cartésienne. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai compris que de créer l'ambiance permet aux gens de sortir de l'endroit dans lequel ils sont actuels, qui les pollue et qui les empêche
d'aller culbuter leurs propres croyances et donc de créer un endroit qui vous ressemble, parce que vous devez le ressentir aussi, et qui ne soit pas non plus oppressant pour les gens, c'est vraiment important. Maintenant, c'est sûr que si vous mettez des symboles partout dans tout le cabinet, ça peut heurter certains. Donc, c'est toujours pareil, c'est de l'harmonie tout ça. La biodynamique, c'est la médecine de l'harmonie. C'est beau. Je pense que c'est un bon moyen de conclure. Pascal, Conclure. Oui. je peux juste me permettre d'appuyer encore un peu sur l'idée dont Pascal a parlé, qui pour moi est vraiment importante en pratique, cette impression d'être comme des poupées russes, en fait, par rapport à ce qu'on a dit sur est-ce que le traitement va être juste par rapport au patient, est-ce qu'il a à faire après dans des conditions sportives notamment. Cette idée, quand on pratique, de se rappeler vraiment ces poupées russes et qu'on est toujours en rapport avec l'environnement, ça peut vraiment, vraiment aider de se le rappeler en travaillant. Oui, c'est quelque chose que, alors c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans les formations que je donne. En fait, des poupées russes qui seraient trouées et dans lesquelles le souffle qui nourrit la santé pourrait passer. En fait, la biodynamique, c'est être une poupée russe au milieu de ces poupées russes et s'orienter en permanence pour que ces trous s'alignent les uns avec les autres pour créer un lien entre le monde extérieur et le monde intérieur du patient pour que la santé émerge. Ensuite, Pascal, il y avait deux questions qui sont venues sur est-ce que ça t'arrive de traiter les gens, par exemple, 3-4 fois dans le mois, dans certains cas spécifiques? Est-ce que tu t'autorises des fois à être vraiment, comment dire, à moduler complètement le Ouais. rythme du suivi? Absolument, je m'adapte à ce qui se passe. Si le patient souffre comme une mule au bout de 3, 4, 5 jours, je le fais revenir, je ne le laisse pas dans cet état-là. Voilà. Moi, j'ai un suivi important au téléphone. Je dis aux gens, voilà, vous m'appelez à tel moment, on se donne un rendez-vous dans 3 semaines, mais si au bout d'une semaine, il n'y a pas d'amélioration, vous m'appelez avant. Ça fait partie du processus. C'est pour ça que j'ai du mal avec des trucs genre Doctolib. Tu vois, parce que déjà, quand tu as un patient au téléphone, le traitement, il commence là. Tu sens qui il est, lui, il a confiance, déjà, il se positionne. Voilà. Après, c'est vraiment pratique d'avoir Doctolib. Et moi, je ne réponds pas au téléphone pendant les consultations, donc c'est complexe. Je suis obligé de prendre du temps pour ça. Mais bon, après, je suis un ostéopathe à l'ancienne. Hein. Peut-être que c'est un peu démodé. Mais je voulais juste dire quelque chose à propos du diagnostic ostéopathique biodynamique par rapport aux autres diagnostics. Quand on écoute les flux, on est confronté à un problème. Par exemple, vous faites un test mécanique à quelqu'un et puis vous dites « Waouh, c'est là qu'il y a une dysfonction, c'est là qu'il y a une lésion, ça ne veut pas bouger ». Et puis vous mettez en écoute. Moi, souvent, ça m'oriente. Je fais des tests mécaniques et puis je me dis « Tiens, je vais regarder là ce qui se passe ». Et puis vous mettez votre main en écoute et là, vous voyez au niveau des flux, ça passe tout à fait normalement. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous écoutez le diagnostic mécanique ou vous écoutez le diagnostic fluidique? C'est ce genre de questions. La pratique biodynamique, elle amène à beaucoup de questions comme ça. Et la réponse, c'est vous remettez le patient dans l'environnement où il en est, mais en général, moi, j'écoute les flux parce qu'ils ont cette santé. En général, c'est une compensation. La personne compense à ce niveau-là et vous allez retrouver une lésion ailleurs, qui est une lésion maîtresse, primaire, que vous allez à ce moment-là identifier avec le diagnostic fluidique, où là, vous allez sentir une énorme congestion électromagnétique, des rythmes rapides, plein de signes qui montrent qu'il n'y a pas d'harmonie, des fulcrums de compression. Voilà. Et cette finesse de diagnostic, elle est assez géniale, même pour un praticien qui ferait du structurel ou du tissulaire. Ça amène vraiment un plus incroyable pour ça, et un plus d'une justesse qui est juste dingue. Voilà. D'ailleurs, dans ouais, moi vraiment, pour avoir travaillé avec toi, Pascal, pendant quand même quelques années, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, on parlait du fait que chaque praticien a vraiment sa marque et vraiment le fait d'avoir pu adapter la biodynamique à des situations comme ça, très concrètes, très précises, pour moi, c'est vraiment précieux puisqu'en fait, on est avec des gens dans du concret, dans du quotidien et on doit s'adapter, on doit vraiment adapter nos pratiques. La biodynamique, si on l'applique comme ça globalement, on va vite dans le mystico-gélatineux.
la biodynamique, c'est hyper précis. Il y a des diagnostics, il y a le contexte dans lequel on remet. C'est vraiment super important. Sinon, on va passer pour des gourous. Et en fait, moi, j'ai écrit un bouquin qui essaie d'expliquer tout ça. J'en avais parlé à Jello. Il me dit, Pascal, c'est pas la peine, c'est trop compliqué. Au bout d'un moment, il y a un truc très spirituel. Mais en fait, le contact avec les chamans et de vouloir comprendre comment ça marche, ça m'a attiré. Voilà, mais ça fait déjà un moment que je travaille dessus. C'est extrêmement complexe. Je me prends la tête là-dessus, mais je vais y arriver pour essayer de faire comprendre un peu parce que derrière, il y a des mécanismes physiologiques. Derrière, il y a des mécanismes quantiques. Et tout ça, on peut l'expliquer maintenant. Et voilà, il y a un gros travail à faire encore à ce niveau-là. Et voilà, moi, j'appelle ma petite pierre à cet édifice, mais il y a encore plein de choses à faire. Il faut faire sortir la biodynamique d'une marginalité parce que son efficacité est incroyable et d'ailleurs, elle se développe énormément parce qu'elle est efficace. Moi, au départ, quand j'ai fait ça, moi, je voulais un truc qui marche. Si juste faire craquer quelqu'un en 3 secondes marchait, moi, j'aurais fait que ça toute ma carrière. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et pour moi, mais maintenant, chaque médecine colle à ce qu'on est soi-même. Pour moi, c'est le truc qui colle le mieux. Et puis, ça brasse énormément de choses. Le bémol, pour finir, de la biodynamique, je trouve, c'est qu'à l'époque où moi, je l'ai apprise, on me disait toujours, alors ça, c'est lié au non résolu, le corps de souffrance. Et comme j'ai un esprit un peu rebelle, moi, c'est ce qui m'a intéressé, d'aller justement chercher le non résolu. Et c'est pour ça j'ai été voir du côté des chamans parce qu'eux, ils font que ça. Aller chercher ce qui vient d'autres espaces-temps. Voilà, et j'ai appris beaucoup avec eux. Et il y a des liens incroyables entre le chamanisme, la biodynamique, la physique quantique, l'embryologie. Tout ça, Et le chamanisme en référence, du coup, qu'est-ce que tu as comme référence? On nous demande effectivement. Alors, il y a beaucoup de bouquins sur le chamanisme. Le chamanisme a été beaucoup étudié sur le plan psychologique. On sait un peu comment ça marche et tout ça. Très peu sur le plan physique, de la guérison vraiment physique. Hein. Bon, moi, je lis les deux, mais sur le plan de la guérison physique, c'est très peu étudié. Alors, Tu je as un fais partie. livre, une référence vraiment qui t'a. Ouais. Alors, il y a Paul de Grise, avec le chamanisme Toltec, que je trouve très intéressant, où il parle de la conscience absolue, c'est-à-dire l'alignement qu'on peut avoir en étant à la fois ancré au sol et connecté à des forces plus cosmiques, au cloud d'information. La biodynamique permet de se connecter à ce cloud. On peut l'utiliser si on veut, c'est ce que je propose moi dans les formations. Voilà, il parle de ça. C'est un bouquin qui m'a pas mal intéressé. Sinon, les bases du chamanisme, pour savoir vraiment ce que c'est le chamanisme, mais c'est le chamanisme, c'est le tout venant du chamanisme, mais c'est très bien fait. C'est le bouquin d'Arnaud Rio, Réveiller le chaman qui est en vous, qui donne un peu toutes les bases. Mais de façon plus sophistiquée, les bouquins de Paul de Grise sont vachement bien. Ok. Et en biodynamique, en référence, qu'est-ce que tu proposerais? Je trouve qu'il y a un manque là-dessus. Moi, je regrette que Jelous, à part ses cours, n'ait jamais fait vraiment un ouvrage très élaboré dessus. Je trouve que soit il y a les bouquins de Sumner, et puis je ne sais plus comment il s'appelle, qui est pas mal fait, mais qui est trop cartésien. Qu'est-ce qu'il y a en biodynamique? Attends. Ah oui, le bouquin de référence, pour moi, que j'adore, mais je peux être critiqué, et puis je le connais parce que je l'ai fait venir des États-Unis, et puis on m'a critiqué pour l'avoir fait venir ici en France, c'est Charles Ridley. Le bouquin Stillness de Charles Ridley, moi je le trouve génial, surtout pour son glossaire. Après, son contenu, il faut le lire 4-5 fois pour comprendre quelque chose. Moi, j'avoue, je l'ai lu une fois avant des séances de chamanisme, ça m'a beaucoup aidé à le comprendre. Mais le bouquin est génial, il est incroyablement poétique, très beau. Et son glossaire à la fin, c'est le meilleur glossaire de biodynamique que j'ai jamais pu lire. Il est incroyable. Pour moi, c'est une référence absolue, son glossaire. Après, tout le déroulé, il faut pouvoir comprendre. C'est vraiment barré. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ouais, l'intelligence crânienne de Sumner, et puis je ne sais plus qui c'est l'autre, est pas mal, mais un peu trop technique, parce que finalement, la biodynamique, c'est l'étude de la vie, hein, de l'écoute de la vie avec les mains. Et donc, quand tu rentres dans des trucs trop techniques, au bout d'un moment, tu sors de l'esprit biodynamique, je trouve.
Voilà. Ok. Bon, après là, on sort pas mal du lien au sport. Mais bon, après, ça nous intéresse. Alors bon, voilà, on se laisse déborder avec plaisir. Pour ce qui est de l'orthographe des œuvres qui ont été citées, etc., on pourra essayer de revenir dessus dans l'événement Facebook. Ok. Pourquoi pas mettre un petit post avec les références que tu as citées. Et puis derrière, vous aurez l'enregistrement qui sera disponible. On peut déjà remercier, je pense, bien chaleureusement Pascal pour son intervention. C'était vraiment très intéressant. Bon anniversaire aussi, parce que c'était il n'y a pas longtemps, je crois. Alors, bizarrement, c'est moi qui ai fait une connerie. Sur mon profil Facebook, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis le 22 avril, c'était le 3 avril. Donc, tout le monde m'a souhaité un bon anniversaire. Bon, je l'ai pris 2 fois. Moi, je prends, hein, c'est bon. Hein. Allez, bon Mais anniversaire. je l'ai modifié sur le profil. Merci beaucoup, Fabien. Et puis, Merci à toi pour ta merci à tout le monde disponibilité. d'avoir écouté tout ça. J'espère que je n'ai pas été confus parce que ce n'est pas facile d'être clair en peu de temps sur la biodynamique. Merci Florian, voilà, qui est super. Voilà, Pascal, il y a des questions qui ont été, c'est pour la suite, hein, des questions qui ont été posées sur le neutre. Et je me dis, si jamais, bon, il y a un bis, etc., ça pourrait quand même être vraiment des choses à. Je pense que tu avais certainement l'intention de. Ouais. Voilà, des choses dont ça pourrait être intéressant d'en parler plus profondément. Alors, moi, ce que je trouve qui serait intéressant, c'est peut-être créer un Zoom pour ceux que ça intéresse et d'avoir un sujet biodynamique dans le Zoom. Par exemple, le neutre, l'attention dédoublée, qui est quand même un truc fondamental dans la biodynamique. Moi, je parle même de la triple attention quand on veut programmer quelque chose, comme si on voulait se souvenir du futur. Et ça, dans le sport, c'est vraiment intéressant. Se souvenir d'un futur, de ce que tu aurais gagné, de ce que comme si le futur avait déjà existé et pour programmer un événement, une façon d'être par rapport à ce futur. Et il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. L'attention dédoublée, ouais, et puis les termes de base, les stimulus, les full pro. Ouais, il y a beaucoup à parler autour de la biodynamique. Bon, là, on a essayé de faire plus lié au sport, mais en tout cas, c'est vrai qu'on pourrait faire des tas de zooms et de petites fenêtres de Mais partout. ça se marie très bien avec le sport. Vraiment. Ouais, ouais, c'est vraiment. Et les sportifs, ils le comprennent très vite. Si on sait les. Des fois, le gars, il vous demande de faire une petite manip avant. Vous faites la manip pour lui faire plaisir. Comme ça, il peut se mettre au neutre. Et puis, on y va. Voilà. Ouais, oui. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Je vais couper l'enregistrement. Hop.